Si tu fais ça, sache que tu es en train de détruire ton positionnement de marque à petit feu. Si tu ne veux pas entacher tous les efforts que tu as fait jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le premier point, je suis navrée de te le dire comme ça, mais tes réseaux sociaux ne sont pas un journal intime. C'est pas tout qu'il faut raconter sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas raconter toute ta vie sur les réseaux. Les gens ne veulent pas savoir si tu t'es embrouillé avec ta meilleure amie. Les gens ne veulent pas savoir si ton copain t'a trompé. Les gens ne veulent pas savoir ça. Surtout si t'es là pour faire du business. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le fait de faire du storytelling, c'est-à-dire de raconter son histoire de manière stratégique, et le fait de raconter sa vie. Il y a une différence entre raconter sa vie et storyteller. C'est-à-dire que le storytelling, en fait, il est fait de manière stratégique. C'est-à-dire que tu vas raconter des événements de ta vie, de ton passé, des situations que tu vis actuellement, qui ont un rapport avec ton audience. Ton audience se voit dedans, ce qui permet à ce que ton audience s'identifie à toi et qu'elle puisse se dire « Ah oui, elle est passée par les mêmes moments que moi. » Sauf que quand tu fais du storytelling, par exemple, t'es passé par des périodes hyper dures, aujourd'hui tu as la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as su surmonter ces épreuves et tu la transmets à ton public. Sauf que quand tu viens, tu dis, par exemple, t'es en dépression, parce qu'il y en a qui utilisent beaucoup la vulnérabilité pour parler de ce qu'ils vivent en ce moment. Quand ils parlent de dépression, quand ils parlent des situations, oui, j'ai pas d'argent. J'ai vu beaucoup d'influenceurs le faire sur les réseaux sociaux. Je le recommanderais même pas pour un influenceur, mais toi, si t'es sur les réseaux sociaux d'un point de vue business, si tu vends un service, un produit, je te déconseille de faire ça parce que vraiment, ça te met dans une position d'égal à égal avec ton audience. Je suis pas en train de dire de prendre de haut ton audience, c'est pas du tout ça. Mais si aujourd'hui tu occupes la place de la personne qui vend un service, c'est-à-dire que tu te positionnes en tant que leader. Tu crées un mouvement, tu crées une communauté, t'es une leader. Et quand t'es leader, tu peux pas te mettre au même stade que ton audience. C'est-à-dire que ton audience a un problème et en fait, toi, t'as le même problème que l'audience. Pourquoi ton audience devrait acheter de toi en fait? Pourquoi la personne devrait acheter ton service? Aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux, tu commences à pleurer, tu dis oui, j'en ai marre, ma vie elle est comme ci, elle est comme ça, etc. Ton audience, bien évidemment, si elle est empathique, etc., elle va te reconforter, elle va essayer de te donner de l'amour. Mais le jour où tu vas vouloir vendre un service, elle va dire mais hier elle était là, elle pleurait, limite j'étais sa psy, et aujourd'hui elle me vend un service. En fait, c'est moi qu'elle devrait payer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment quelque chose de très courant que je vois énormément de gens faire. Ça, c'est une erreur que je n'ai jamais fait. À chaque fois, même quand j'étais influenceuse, je parlais de situations que j'ai vécues qui était passé, que j'ai réussi à surmonter, et aujourd'hui je suis là pour te raconter ce que j'ai vécu, en quoi ça m'a forgé, quelles sont les solutions que j'ai pu trouver, quelles sont les leçons que j'ai pu tirer de ça. Je te déconseille de parler d'une blessure qui est encore ouverte, quelque chose que tu n'as pas pu surmonter. C'est vraiment t'exposer à quelque chose de vraiment très cruel, parce que je suis désolée, les réseaux sociaux, ça reste un monde cruel. Épargne-toi ça, déjà ça entache ton image de marque. Franchement, ne fais pas ça. La deuxième erreur, c'est te justifier sans arrêt. Écoute bien ce que je vais dire et mets-le dans les commentaires si tu as déjà fait ça. T'es régulière sur les réseaux sociaux, voilà. À un moment, tu décides de déserter ou même tu décides pas, les circonstances de la vie font que t'es plus trop présente. Et quand tu reviens, tu t'excuses. Tu dis « Oh, je suis vraiment désolée de pas avoir été présente sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment désolée si j'ai pas posté de contenu. » Non. Non. T'as pas à te justifier en fait. C'est comme si tu implorais le pardon de ton audience au fait que tu sois occupé, au fait que t'as eu d'autres imprévus, surtout que tu t'excuses pour ne pas avoir créé de contenu qui est le plus souvent gratuit, parce que quand tu postes sur Instagram, quand tu fais des stories, etc., c'est du contenu gratuit. Donc tu t'excuses de ne pas avoir donné les choses gratuitement. Je sais pas si tu comprends. Si tu t'excuses parce que tu n'as pas pu assumer un compromis, c'est-à-dire que t'avais un rendez-vous client, voilà, le client t'a payé, ou je sais pas moi, peu importe, t'avais un compromis vraiment d'un point de vue service, produit, etc., que tu n'as pas pu rendre, bien évidemment, il faut t'excuser. C'est totalement normal. Mais le fait de ne pas apparaître sur les réseaux sociaux, je suis désolée, tu n'as pas à t'excuser pour ça, et justement, ça te met dans une position de se faire pardonner. Limite, ton audience se dirait après, oui, t'inquiète, on t'excuse, c'est quand la prochaine vidéo et tout. Enfin, non. Non, il faut pas faire ça. Si tu t'absentes, tu reviens comme si de rien n'était, tu fais ton contenu et puis c'est tout. Si c'est quelque chose de grave que tu as vécu ou quelque chose dont tu veux en parler, fais-le mais de manière stratégique, en faisant tout un truc de curiosité, en adoptant
toute une stratégie pour que ton compte soit relancé, etc., etc. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu étais absente si ce n'est pas stratégique et si tu ne veux pas en parler. La troisième erreur, c'est de penser qu'il faut parler de tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a une polémique, tu te positionnes, tu te dis oui, moi je pense ci, moi je pense ça. Être dans tous les commérages, être dans tous les congosa, comme on dit, ça, no way. S'il y a des sujets qui ne sont pas du tout en accord avec ce que tu fais, c'est bien beau, on est sur les réseaux sociaux, tout le monde donne son opinion sur tout, etc. Mais il y a des sujets, parfois, ça sert à rien d'en parler en fait, parce que ça va plus entacher ta marque qu'autre chose et ça va entraîner des voyeurs, des gens qui sont juste là pour être dans les polémiques. Je suis pas là pour acheter, je suis pas là pour acheter tes services en fait, donc c'est des touristes, c'est pas une audience qualifiée. Tout simplement. Je pense que tu as compris. Ça sert à rien de faire ça. Je sais que c'est une stratégie qui est énormément utilisée par les influenceurs pour gérer de l'engagement. Eux, on va dire c'est un petit peu normal parce qu'ils essayent de toucher la masse, donc ils essayent d'avoir un maximum de personnes sur leur chaîne pour qu'ils puissent monétiser leur chaîne YouTube, pour que les marques puissent les repérer, etc. Mais toi, au niveau de ton business, tu vises plus sur la qualité que sur la quantité. Donc une audience qualifiée, c'est pas une audience qui est juste là pour les commérages, pour les polémiques, etc. La quatrième erreur, c'est que tu es H24. Tu es tout le temps sur le compte de tes concurrents pour chercher des idées. C'est-à-dire que avant d'aller créer un contenu, tu vas d'abord passer sur le compte de 1, 2, 3, 4, 5 concurrents. Ça ne sert à rien de faire. Bien sûr qu'il faut que tu analyses ton marché, bien sûr qu'il faut que tu regardes ce qui marche, ce qui marche pas, mais être tout le temps sur le compte de tes concurrents, ta marque, ça va être du CTRL-C, CTRL-V. Tu ne te distingues pas de... Tu crées exactement le même contenu qu'eux. Et il faut savoir que la meilleure manière de trouver des idées, ce n'est pas forcément en allant regarder le compte de tes concurrents, mais c'est en vivant tes propres expériences. C'est-à-dire que tu vas augmenter ton répertoire. C'est quoi un répertoire? Un répertoire, c'est des idées, tout simplement. C'est références que tu as dans ta tête qui font que tu vas créer du contenu de manière authentique. Donc, comment créer un répertoire? En regardant des films, en regardant des séries, en allant au théâtre, en allant au ciné, en allant au musée, en lisant des livres, en faisant des formations, etc. Ce sont des loisirs, ce sont des activités qui vont te nourrir intellectuellement, te nourrir culturellement, nourrir tes expériences. Je dis ça, mais ça peut être très bien aller au restaurant avec une copine, aller te faire les ongles, etc. En fait, c'est des choses qui vont te faire du bien, qui te permettent de t'évader. En fonction de chaque événement, chaque action, chaque activité que tu vas faire, tu vas te rendre compte que tu peux l'associer à ton contenu. Par exemple, s'il y a quelque chose que je fais, c'est que je fais énormément d'analogies storytelling. C'est-à-dire que je vais prendre une situation de ma vie que j'ai vécue. Je vais y associer par exemple un sentiment et je vais le corréler à un sentiment que mon audience a. C'est quelque chose que je fais énormément sur Instagram, donc n'hésite pas à aller regarder si tu veux savoir exactement ce que c'est. Mais personne ne peut me copier parce que personne a vécu la même situation que j'ai vécue dans ma journée que moi. Personne n'a su le raconter de cette manière. Personne ne l'a interprété de cette manière. Il y a des passages de livres, par exemple, parce que moi je lis chaque jour. Chaque jour, je me suis mis une routine de lire 30 minutes par jour. Et à chaque fois, quand je lis, en fait, j'ai une nouvelle idée. Il y a forcément un passage du livre qui m'a marqué et que je vais pouvoir exploiter dans mon contenu. Et ça, c'est dans tout, avec toutes les activités que je vous ai citées jusqu'avant. Donc, c'est très important d'enrichir ton répertoire parce que ça, c'est la seule chose que personne ne pourra te copier. C'est toi. En fait, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Ce sont tes références. Personne ne pourra copier ça. En tout cas, si c'est le cas, ça sera grillé direct. Les gens sauront que la personne t'a plagié, t'a copié, quoi. C'est vrai qu'on n'invente rien, mais ça, c'est quelque chose que vraiment tu dois garder. Ne va pas tout le temps sur le compte de tes concurrents. Ça détruit ta créativité énormément. Les réseaux sociaux, c'est devenu un endroit de plus en plus concurrentiel et aujourd'hui, les contenus Google, j'appelle ça des contenus Google, tu tapes sur Google, tu trouves, c'est devenu du contenu que les gens ne veulent plus consommer. Les gens, maintenant, ils veulent consommer des gens, des personnes, des gens qui vivent des expériences, des gens qui ont du répertoire, des gens qui sont différents. La cinquième erreur, c'est de vouloir plaire à tout le monde. C'est-à-dire que ton contenu s'adresse à la masse. Tu fais du contenu, encore une fois, Google, qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de personnalité, tu vises pas une personne en particulier, il n'y a pas de sentiment. Ton contenu n'est pas intentionnel. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à une personne spécifique, un avatar client. Ça, c'est très important de dessiner ton avatar, ton client, pour que tu puisses créer du contenu spécialement pour lui. C'est-à-dire que ton client, ton avatar, ton client idéal, il a des aspirations, il a des rêves, il a des
des problèmes, il a des choses qu'il veut accomplir dans sa vie, il a des désirs. Et tout ça, il faut que tu le saches et il faut que tu le connaisses plus que lui-même se connaît et que tu réussisses à le transmettre au niveau de ton contenu. Si tu crées du contenu pour la masse, sache que tu vas attirer la masse. Et je t'assure que ce n'est pas la masse que tu veux attirer. Je te prends un exemple. En 2022, quand je me suis lancée dans le business du coaching astro, j'étais encore à l'école. J'étais dans mon école de commerce, etc. Et j'allais finir mon master. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis partie dans l'intranet de mon école. Il y avait la liste de tous les étudiants avec tout leur adresse email, etc. Il y avait au moins 5000 contacts. 5000 contacts. J'étais refaite. Je me suis dit, là, avec 5000 contacts, j'envoie mes mails de promotion, etc. C'est sûr, ils vont acheter. J'ai vraiment pris les mails un par un jusqu'à arriver à 5000. Ça m'a pris des jours et des jours. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé des emails marketing et tout. J'ai fait des séquences de mails, tout ça. Devinez ce qui s'est passé. Devinez ce qui s'est passé. Les gens se désabonnaient de ma liste email. J'ai jamais eu un client via cette méthode en fait. Pourquoi? Parce que les personnes à qui je m'adressais n'étaient pas qualifiées. C'était des personnes qui s'en fichaient de ce que j'avais à leur offrir, du service que j'avais à leur proposer. Ils s'en fichaient. Et à chaque fois, les gens finissaient par se désabonner. Et à force d'envoyer des mails, j'ai vu que ça n'avait aucun résultat. Bien évidemment, j'ai fini par supprimer toute la liste. Et voilà. Mais vraiment, s'il y a une leçon à tirer de cette histoire de mails récoltés, c'est que tu ne peux rien vendre à une audience qui n'est pas qualifiée. Et ça sert à rien de vouloir viraliser, ça sert à rien de vouloir créer du contenu pour la masse, surtout si tes fondations ne sont pas mises en place, si ton compte Instagram par exemple n'est pas optimisé, si ton compte YouTube n'est pas optimisé, si ton compte LinkedIn n'est pas optimisé. En fait, ça sert à rien de vouloir atteindre la masse, surtout que tu vas attirer des touristes, des gens qui vont jamais acheter, t'auras fourni du contenu pour rien, ça sera pas du tout efficace pour ta marque et tu vas te fatiguer pour rien. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine.